Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Caroline Puel. Vous êtes grande reporter, ancienne correspondante pour Libération et la magazine Le Point à Pékin entre 1992 et 1998. Et vous êtes aussi lauréate du prix Albert Londres en 1997 pour l'ensemble de vos reportages sur la Chine, notamment sur une série de reportages sur la construction des barrages en Chine. Donc, vous avez vécu en Chine depuis 40 ans, donc 40 ans d'expérience et de témoignages. Vous avez une perspective unique sur l'évolution du pays. Donc, nous commençons par le début. Vous avez mis les pieds en Chine pour la première fois en 1984 en tant que diplomate. Et c'est le début de l'ouverture de la Chine vers le monde. Pouvez-vous nous raconter un peu vos premières impressions dans cette époque charnière? Alors, oui, je suis partie pour la Chine pendant l'été 1984. À l'époque, j'étais encore étudiante à Sciences Po et on devait faire un stage de milieu d'études et j'étais tentée par la diplomatie. Donc, j'avais demandé à faire un stage à l'ambassade de France à Pékin puisque j'étais très intéressée par la Chine culturellement. J'avais beaucoup lu sur la Chine et je rêvais d'y aller. Je me souviens très bien de ma première journée à Pékin. C'était au mois de juin, il faisait chaud, et j'étais logée dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Tianguo, qui se trouve sur l'avenue Chang'an-tie, et il y avait un petit balcon. Et donc j'étais là sur le balcon en train de regarder, et tout le monde était encore, c'était une Chine qui était encore très communiste. Tout le monde était habillé pareil. Les femmes ne portaient aucun signe de maquillage, avaient les cheveux courts ou les cheveux tressés. Euh, donc hommes et femmes habillés de la même manière. Tout le monde à vélo. La nuit est tombée. Et avec la nuit, il y avait très peu de magasins à l'époque. Mais enfin, on a entendu un concert métallique avec tous les hauts des boutiques qui se sont fermées. Et puis plus rien, tout le monde est parti. La nuit est tombée, il n'y avait aucune lumière dans la ville, c'était le noir total. Aucun restaurant, aucun bar, aucune activité. Et puis vers 10 heures du soir, il y a eu des petites lampes, des lampadaires de rue qui se sont allumées, mais très très faiblement, vraiment avec des lampes à 20 volts. Et puis là, j'ai vu des formes qui sortaient et qui se rapprochaient de ces lampadaires. Et à l'époque, il était interdit aux Chinois de parler aux étrangers. Bon. Et donc je suis quand même sortie de l'hôtel et je suis allée voir ces personnes avec mon chinois hésitant des débuts, et je leur ai demandé ce qui se passait. Et j'ai constaté que ce n'étaient que des personnes âgées et qui m'ont expliqué, vous comprenez, on n'a qu'une pièce par famille pour 3 générations et un seul lit. Donc en fait on tourne. Et pendant la nuit, les personnes âgées s'en vont pour laisser les jeunes dormir, et puis nous on dort dans la journée. Et donc ils ont passé la nuit là à fumer des cigarettes, jouer au mahjong, et puis vers 5 heures du matin ils sont repartis chez eux. À l'époque, les logements étaient très petits dans Pékin. La moyenne était de 2 mètres carrés par habitant. On est passé aujourd'hui à presque 18 mètres carrés. Donc ça a été un des changements majeurs de Pékin. L'autre chose qui m'a frappée cette nuit-là, vers 2-3 heures du matin, vous voyez que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai été réveillée par un bruit de. Il me semblait que c'était des chevaux. Donc je me suis remis au balcon et effectivement, il y avait des charrettes qui arrivaient, tirées par des chevaux ou des ânes. Et c'était en fait les paysans qui habitaient à l'époque tout autour de Pékin, qui faisaient le ravitaillement de Pékin et qui amenaient donc des stocks de pastèques, c'était l'été. Et puis après l'hiver, ils amenaient aussi des choux blancs, des paitsai. Mais c'était les deux, il n'y avait que deux, il y avait un fruit et un légume, c'est tout. On ne trouvait que ça. Donc on n'avait pas trop d'embarras du choix pour faire son marché. Mais donc tout le ravitaillement se faisait de cette manière-là. Et puis l'autre élément qui a joué, c'est que quelques jours plus tard, donc j'ai démarré mon stage, et un jour l'ambassadeur me dit: ah, il y a une université
pas, qui voudraient recevoir des livres en français. Allez-y, allez les rencontrer. Donc j'y vais et c'était l'Institut de diplomatie, Poitiers-HUL. Et quand j'arrive, j'étais très gênée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et j'étais arrivée, on n'avait pas fixé d'heure, donc j'étais arrivée, je me souviens, vers 14 h en me disant je vise le milieu de la journée. Et en fait, tout le monde m'attendait sur le perron depuis le matin. Et il y avait toute la direction, des délégations d'étudiants, de profs. Et donc, on fait une réunion dans une grande salle. Assez vite, on comprend qu'il n'y avait pas de problème pour les livres, qu'on allait trouver une solution. Et puis, j'étais frappée par leur niveau de français, absolument parfait. Alors que certains professeurs âgés, qui avaient plus de 80 ans, étaient allés en France dans les années 30, mais les étudiants n'étaient jamais sortis de Chine et parlaient un français mais extraordinaire. Et donc, je leur dis, mais vous ne voulez pas aller plus loin? Ça vous intéresserait de faire des échanges de professeurs, d'étudiants? Et là, ils ont mais littéralement sauté sur la table en disant mais oui, c'est ça qu'on veut, on veut s'ouvrir au monde, etc. Et cette scène m'a vraiment beaucoup marquée et ça a été le point de départ de mon engagement par rapport à la Chine, parce que je me suis dit que les choses allaient changer et que c'était évident qu'avec une telle énergie positive et d'ouverture, la Chine allait se transformer très vite. Donc on a pensé à un partenariat avec Sciences Po qui a marché. Et donc dès l'année suivante, les premiers étudiants chinois et profs chinois sont arrivés à Sciences Po. Et puis l'année d'après, c'est moi qui en ai profité et qui suis allée passer un an à l'Institut de diplomatie. Oui, c'était en quelle année? Donc pour moi, j'ai fait l'année scolaire 1986-87. D'accord. Et très rapidement, vous vous êtes lancé dans le journalisme, au début en 1989 à Hong Kong, et 5 ans après, vous avez ouvert les bureaux de presse à Pékin. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé de faire ce genre de décision? Alors, entre le moment où j'étais étudiante et 1989, j'ai pris mon premier poste de diplomate à l'ambassade. Et donc un poste en contrat local, et j'étais attachée de presse. Et en étant attachée de presse, je voyais passer les journalistes. Et je constatais qu'il y avait très peu de journalistes couvrant la Chine. À l'époque, il n'y avait que 2 bureaux permanents à Pékin, le bureau de l'AFP et le bureau du Monde. Donc ça faisait 2 journalistes pour toute la Chine, mais la Chine était encore fermée, puisqu'à l'époque, on ne pouvait aller qu'à Pékin, on ne pouvait pas quitter Pékin. On pouvait aller à Shanghai, mais il fallait des autorisations très complexes. Et puis, il n'y avait pas de communauté étrangère à Shanghai encore. Et on pouvait parfois aller à Canton, et c'est tout. On ne connaissait rien de l'intérieur de la Chine, qui était fermé. Et quand je voyais ça, et puis il y avait 2 journalistes étrangers qui passaient 1 fois ou 2 par an. Il y avait le correspondant de Libération qui était basé à Hong Kong et le correspondant du Figaro qui venait de Paris. Voilà, c'est tout. Donc 4 journalistes pour toute la Chine. Et donc je me suis dit, mon rêve, ce serait de monter un grand bureau de presse basé en Chine. Et donc en 1989, en janvier 89, j'ai fait le virage de la diplomatie vers le journalisme. Mais ce n'était pas à Hong Kong. En fait, je suis rentrée à Paris. Et j'ai démarré ma carrière de journaliste à Paris en explorant tous les médias parce que je ne savais pas si c'était plus la télévision ou la presse écrite ou la radio. Et donc j'ai fait des stages dans tous les médias pour voir celui que je préférais. Et donc j'ai démarré cette année-là. Je suis retournée en Chine pendant l'été 89. Et puis au mois de novembre, il y a eu la chute du mur de Berlin et ça a été le début de la grande transformation de toute l'Europe. Et à ce moment-là, je venais de rentrer, d'être embauchée par Radio France. J'étais à Radio France Internationale. Et j'ai eu la chance qu'ils veuillent constituer un groupe de grands reporters. On était 4, où on partait tout terrain sur toutes les grandes crises de l'époque. Et comme je venais de la diplomatie, les premières années, j'étais chargée de la correspondance diplomatique.
Donc j'accompagnais le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, donc à l'époque François Mitterrand et Roland Dumas, dans leurs déplacements. Et à l'occasion d'un déplacement en Iran, c'était peu de temps après la mort de Khomeini, la situation a commencé à virer et est devenue assez conflictuelle. Et donc au retour, on m'a proposé de passer de la diplomatie à la correspondance de guerre. Et donc c'est ce qui s'est passé pendant les 15 ans qui ont suivi. J'ai été correspondante de guerre sur tous les grands conflits des années 1990 et début 2000, essentiellement en Asie, mais pas mal aussi dans le monde arabe et au Moyen-Orient, mais toujours avec cette idée de créer un jour un grand bureau de presse en Chine. Et l'occasion s'est présentée parce que je suis passée ensuite de Radio France à Libération, donc à Paris toujours, et là on m'a proposé de récupérer le bureau de correspondant de Hong Kong. Donc je suis arrivée à Hong Kong en 1992, pensant donc fermer Hong Kong et transférer ce bureau à Pékin. Et ça n'a pas été une mission facile, parce que c'était une époque où la relation franco-chinoise était un peu compliquée. Et donc ça m'a pris 3 ans en fait de négociations avec le soutien de l'ambassade, jusqu'à ce qu'en janvier 1995, j'obtienne toutes les autorisations pour ouvrir ce bureau de libération à Pékin, en Chine. Et puis à ce moment-là, la Chine commençait vraiment à s'ouvrir. Et donc, province après province, on commençait à avoir les autorisations. Et donc, pendant toutes les années qui ont suivi, j'ai commencé à explorer l'intérieur de la Chine, qu'on découvrait totalement, et aussi d'ailleurs de la Russie, puisque la Russie faisait la même chose à la même époque. Et ça a été vraiment des années passionnantes voilà, de découvrir vraiment l'intérieur de la Chine pendant toutes ces années. Donc au début que pour Libération, et puis très vite je l'ai fait aussi pour le magazine Le Point. Et je suis restée correspondante pour Le Point jusqu'en 2014. Oui. Et justement, vous avez dit c'est à partir de 1995 que la Chine commence à vraiment ouvrir vers le monde. Et vous avez eu l'occasion de voyager beaucoup plus au centre de la Chine. Et vous avez aussi réalisé une série de reportages sur la construction de barrages. Et du coup, durant cette période, qu'est-ce que vous avez remarqué le plus, la Chine et aussi son peuple? Oui, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une très grande curiosité de la part des Chinois que l'on voyait dans ces années-là, puisque la plupart du temps, j'étais la première occidentale qu'ils voyaient de leur vie. Je me souviens par exemple d'une arrivée à Datong, c'était pas très loin de Pékin pourtant. Ça, c'était un peu plus tôt, c'était en 1988. On était donc un groupe d'étudiants, on sortait de la gare. Et à ce moment-là, une foule se crée autour de nous. Et visiblement, c'était la toute première fois qu'ils voyaient des Occidentaux. Donc, ils avaient fait un cercle autour de nous, ce qui fait qu'on ne pouvait pas sortir. Ils nous regardaient, mais comme on regarderait des animaux captifs, mais sans aucune agressivité, juste avec une grande curiosité. Et puis, bon, après nous avoir bien observés, ils nous ont laissé passer, mais voilà, c'était curieux. Il y avait une grande attente de la part des Chinois que l'on interviewait, parce qu'ils pouvaient se poser des problèmes locaux, des problèmes de corruption, des problèmes de non-respect. Et les Chinois considéraient que le haut niveau de la direction centrale était parfait en quelque sorte. Et que donc si on arrivait à faire remonter les problèmes par le biais des journalistes, eh bien la solution serait trouvée. Et puis il y avait une forme d'attente aussi que les journalistes occidentaux puissent traiter des sujets qui étaient un peu aux marges du politiquement correct. Et si nous traitions ce sujet, ensuite la presse chinoise pouvait aussi en parler en disant mais vous voyez les Occidentaux en parlaient, donc on peut le faire également. Il y avait aussi beaucoup de... oui, une immense curiosité, mais ça c'est un peu plus tôt, c'était dans les années 80,
quand j'étais étudiante, on passait vraiment des nuits entières à discuter. Et les Chinois donc, étaient très peu sortis de Chine encore à l'époque. Et donc, vous voyez le monde occidental comme on regarderait un autre univers au travers d'une fente dans la porte. Donc, avec tout un imaginaire, du rêve. Et nous, on essayait de leur décrire ce que c'était que le monde occidental, la France. Et donc, les questions étaient incroyablement variées. Il y avait des jeunes femmes qui me demandaient comment faites-vous pour la contraception, et puis d'autres qui me disaient mais alors comment se passe une élection, enfin selon le profil des personnes. Tout était possible comme question. Donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée, qui m'a donné envie de rester. C'était à la fois cette gentillesse profonde, cette ouverture d'esprit du peuple chinois qu'on n'imagine pas, en fait, tant qu'on n'a pas été en contact avec ce peuple profond, qui est très, très ouvert d'esprit. J'ajouterais peut-être l'humour, parce que les Chinois ont énormément d'humour face à des situations qui peuvent être difficiles. Et un des moyens de s'en sortir, c'est l'humour. Et puis une incroyable résilience par rapport aux événements. Donc voilà, c'est cet ensemble de caractéristiques. À cela, j'ajouterai sans doute évidemment le goût pour la culture, le goût pour l'histoire, qui sont des caractéristiques que l'on partage avec la France. Et dans votre livre, ici, les 30 glorieuses chinoises de 1980 jusqu'à nos jours, donc vous avez décrivé les années 90 en Chine, c'était les années de karaoké. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça se passe? J'ai cherché quel était l'adjectif qui pouvait le plus caractériser cette décennie. Et à l'époque, à la fin des années 80, les Japonais avaient inventé donc cette activité qui s'appelait le karaoké, qui permettait donc de chanter avec un micro devant un écran. Et donc ce passe-temps, ce loisir est arrivé en Chine au début des années 90, vers 1993 à peu près, si mon souvenir est bon. Et tout de suite, ça a été un engouement incroyable. Parce qu'on passait d'une société qui avait été pendant 40 ans extrêmement sérieuse, extrêmement rigide, où il n'y avait pas de loisirs organisés, voilà, sans but politique, j'allais dire. Et tout à coup, ce karaoké arrivait, et ça a été mais un engouement incroyable dans toute la population et dans toutes les générations. Donc partout apparaissaient des karaokés, dans toutes les villes, dans tous les villages, il y avait un karaoké qui se montait. Et c'était vraiment l'activité préférée des Chinois dans ces années-là. Alors il y avait oui, le fait de pouvoir chanter, qui était une manière de se détendre, mais il y avait aussi les tout débuts d'une petite société des loisirs et de consommation. Et tout cela allait de pair avec cette énorme transformation de la société chinoise que j'ai pu constater dans les années 90, où on est donc passé d'une société communiste, collective, assez militarisée, à peu, en l'espace de 10 ans, c'est très court pour une société, une variété qui s'est manifestée dans le vêtement. Les jeunes ont laissé tomber les costumes mao, ont commencé à s'habiller de manière plus individuelle. Toutes sortes donc d'activités, la création du système privé, des entreprises privées, l'arrivée d'un petit peu plus d'argent, puisque dans la Chine des années 80, pour vous donner une idée, moi j'avais une bourse d'étudiante de 80 yuan par mois, et tout le monde m'enviait beaucoup en me disant 80 yuan c'est quelque chose, puisque à l'époque les étudiants avaient 20 yuan par mois, les profs avaient 40 yuan, et c'était vraiment les profs en fin de carrière qui arrivaient à 80 yuan. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Donc voilà, avec les débuts de la société du système privé, l'argent est arrivé, les loisirs sont devenus possibles, et le karaoké quelque part
pour moi symboliser cette transformation. Alors, le titre de votre livre, Les 30 glorieuses chinoises, ça nous fait penser tout de suite aux 30 glorieuses en Europe et en France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la première crise pétrolière. Donc, selon vous, quelles sont les spécificités à la chinoise? Alors, les spécificités sont différentes, parce que ce qui a été le point de départ des 30 glorieuses françaises, c'est aussi le plan Marshall, c'est-à-dire tout un plan de développement économique financé par les États-Unis, qui souhaitait voir l'Europe se reconstruire rapidement, notamment l'Allemagne, mais la France aussi, qui en a beaucoup bénéficié. Et puis, ça correspondait aussi avec un état d'esprit en Europe qui était celui de la reconstruction, de l'innovation. C'était l'arrivée de nouveaux secteurs industriels. Il y a eu par exemple un boom du secteur électroménager, donc toutes les familles s'équipaient, etc. Ça a vraiment tiré la croissance. Et c'était aussi le moment de la tertiarisation, les débuts de la féminisation de la société. Enfin bon, voilà. Tout un ensemble qui effectivement s'est arrêté brutalement au moment du premier choc pétrolier en 1973. Lorsqu'il a fallu donner un titre à mon livre, le premier livre donc s'appelait Les 30 ans qui ont changé la Chine et qui parlait de la période des réformes 1980-2010. Et puis un nouvel éditeur a voulu reprendre ce livre, le prolonger, donc il fallait modifier le titre. Et c'est là où j'ai pensé, je voulais garder le mot 30, et c'est à ce moment-là que j'ai pensé aux 30 glorieuses françaises, et finalement je me suis dit, il y a quand même un parallèle, puisque ce sont 30 années de forte croissance, de modification, de développement économique. Donc on pourrait dire que du point de vue des chiffres de la croissance, on était bien là aussi dans des 30 glorieuses. Mais en même temps, lorsque j'ai choisi ce titre, on m'a dit, mais vous savez qu'après les 30 glorieuses, il y a une crise, etc. Et à l'époque, on entrait en fait dans la crise de 2008 et on ne savait pas encore qu'effectivement la suite de l'histoire allait nous amener dans ce que on parle aujourd'hui des eaux profondes de la réforme. Donc une période plus complexe dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Ouais. Et justement, aujourd'hui, vous êtes encore chargé de profession, vous êtes professionnel de l'éducation aujourd'hui à Pékin. Et est-ce que vous observez encore un intérêt parmi les jeunes Français pour la Chine dans cette période après Covid? Oui. Alors, oui, le Covid, ça a été un coup d'arrêt en fait de toute coopération, malheureusement, puisqu'on est passé d'un moment 2018-2019 où on avait chaque année, enfin je ne le vois qu'au niveau de Sciences Po, hein, bien sûr, on avait à l'époque une centaine d'étudiants chinois venant en France et à peu près une soixantaine d'étudiants occidentaux venant en Chine. Et puis 3 années d'interruption totale des échanges, même s'il y a eu quand même tout du long quelques étudiants chinois qui ont continué à aller en France, mais moins nombreux. Mais là, je regardais les chiffres justement et je voyais que sur 2024, la Chine est le pays sur lequel les étudiants de Sciences Po, donc les internationaux, posent le plus de vœux. Donc il y a une très grande quantité de jeunes occidentaux qui veulent aller en Chine et apprendre le chinois. Et ça me fait très plaisir parce qu'on a évidemment besoin d'avoir une nouvelle génération de sinologues, de personnes qui parlent chinois, qui s'intéressent à la Chine, qui essayent de la comprendre. Et on ne pouvait pas rester avec une interruption de relations. Donc oui, il y a de nouveau un fort intérêt qui vient peut-être aussi du contexte international qui est complexe, mais qui relève de mon point de vue d'un intérêt profond qui a toujours été là, particulièrement en France, où les Français ont un intérêt pour la culture chinoise, pour son histoire, une curiosité. Donc voilà, je pense que c'est encourageant. Oui, merci. Je voudrais juste rajouter encore une ou deux questions. En fait, au début, ma première question, c'était en 1964. Donc, la France
était le premier pays, le premier puissance occidentale qui a établi cette relation diplomatique avec la Chine en pleine guerre froide. Donc c'est une décision très très courageuse de Charles de Gaulle. Donc pourquoi la France qui s'intéresse plus à la Chine? Ouais. On avait la chance d'avoir le général de Gaulle comme président de la France à cette époque-là, qui, de par sa formation de militaire, avait une vision stratégique et une vision à long terme. Et il comprenait bien que le monde bipolaire dans lequel on vivait à l'époque, avec le bloc occidental mené par les États-Unis et le bloc communiste mené par l'Union soviétique, ne pouvait pas être durable. Déjà, la Chine avait pris ses distances par rapport à l'Union soviétique et mené son propre chemin. Mais la Chine en tant que telle, à la fois de par sa dimension géographique, la taille de son peuple, son histoire, était un partenaire très important. Et je me souviens toujours de cette phrase du général de Gaulle qui essayait justement dans une conférence d'expliquer son choix en disant, vous comprenez, la Chine est plus vieille que l'histoire. Et c'était son argument pour essayer de faire passer cette décision qui a été un choc et une rupture dans la guerre froide. Alors, une dernière question. On est vraiment dans un monde qui change énormément aujourd'hui, avec les conflits internationaux, avec les compétitions internationales. Et dans le discours du président Macron, il mentionne ce genre de compétition entre l'Europe et la Chine et les États-Unis. Et comment on vit cette amitié qui date de 1964 à travers ces compétitions, selon vous? Mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut garder une relation amicale, de respect, d'intérêt culturel, et en même temps, il faut aussi que l'Europe soit consciente de ses propres intérêts stratégiques, et ces intérêts stratégiques passent dans une forme d'autonomie finalement, puisqu'on a vu à l'occasion de la crise du Covid la problématique des dépendances, qu'il s'agisse du domaine sanitaire, de domaine industriel. Donc je pense que c'est très bien que l'Europe se soit réveillée, qu'elle soit consciente de la nécessité de son indépendance stratégique. Et à partir du moment où tout le monde a pris conscience justement de l'importance de cette indépendance stratégique, ça n'empêche pas les liens, les échanges, etc. Et je retourne souvent à une phrase de Claude Lévi-Strauss, qui est un philosophe contemporain qui m'a beaucoup inspiré, et qui parle du choc des cultures. Et il considère que c'est de la rencontre des différences que naît le progrès. Et je suis toujours dans cette idée, c'est-à-dire il n'est pas question que les Chinois deviennent des Occidentaux ou que les Français deviennent sinisés. Je crois que c'est bien que chacun reste dans son identité culturelle forte, que chacun innove, que chacun progresse, et que justement il y a des formes d'innovation qui vont venir de la rencontre de nos différences. Mais cette rencontre est constructive à partir du moment où vous avez un respect mutuel. Voilà, donc je pense qu'à partir de ces concepts, autonomie stratégique, respect de l'autre, confiance, qui est quand même essentielle dans cette dimension. Et construire la confiance, c'est complexe. Ça implique de ne jamais décevoir l'autre, parce que la confiance peut se détruire très rapidement à partir du moment où il va y avoir des événements qui vont créer le doute. Donc c'est pour ça qu'une bonne communication, une confiance solide sont importantes
pour permettre un échange durable. Ok, merci.